Les tests unitaires, c'est un peu comme tout en programmation. Il y a plein de façons de faire, et on est tous à la recherche de la bonne façon de faire. Et à chaque nouveau projet, c'est la même chose. Au début, ça marche, et puis après un certain temps, on commence à avoir des problèmes, et ils deviennent de plus en plus gênants. En fait, chaque solution vient inévitablement avec ses inconvénients. Donc je vais partager avec vous une façon de faire qui me plaît à moi, mais il n'y a évidemment pas de solution parfaite sans inconvénients, et ce sera à vous de vous faire votre propre idée et votre propre expérience. Le problème que je voudrais régler est lié au fait que mes applications sont toujours composées de différentes classes qui s'appellent les unes les autres. C'est bien normal, c'est pratiquement toujours comme ça. Mais on voit beaucoup d'exemples sur Internet qui conseillent de faire des tests pour chacune de ces classes de l'application et de tester ces objets en isolation les uns par rapport aux autres. Donc chaque groupe de tests se concentre sur une de ces classes. Pour ça, on utilise des mocks qui vont remplacer tous les collaborateurs de la classe à tester. Ici, ça permet de ne tester que la classe InvoiceController sans être impacté par le reste. Le problème qui va se poser tôt ou tard est que ces tests connaissent exactement comment chaque classe est constituée et avec qui elle communique, puisque le test crée les mocks et vérifie les appels effectués après. Donc ils sont fortement couplés à la structure de notre application, et au moindre changement de cette structure, ce qui arrive souvent a priori, ils ne fonctionneront plus, et il faudra les réparer. C'est du temps gâché et ça représente vraiment un coût important. Du coup, en voyant ça, on est vite tenté de se dire que ces tests nous coûtent plus cher que ce qu'ils nous rapportent, et qu'il vaudrait mieux ne pas les faire du tout. Et ce serait dommage, parce que sans eux, on ne pourra pas livrer les changements à notre client aussi sûrement et aussi vite que ce qu'on aurait pu faire. Pour cet exemple, disons qu'on voudrait remplacer le invoice service par un save invoice command. Eh bien, on va casser de nombreux tests, et on va devoir consacrer un certain temps à tout rendre vert à nouveau. Sans compter qu'il faut ajouter de nouveaux tests pour save invoice command. En réalisant ça, on a envie de simplement laisser tomber, parce que finalement, le code fonctionne très bien sans ça, et ça a l'air trop pénible à faire. Moi, c'est ce que je ferais. Et c'est exactement ça qu'on devrait éviter. Ces tests sont censés nous aider à refactorer sans risque, pas le contraire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait éviter ça? Eh bien, on pourrait essayer de faire un test qui couvrirait une plus grande partie de notre code et ne pas moquer immédiatement les collaborateurs directs. On peut même décider d'aller plus loin et de couvrir avec ce test l'ensemble de notre application, à partir de son point d'entrée, comme un contrôleur, ou la fonction main selon le type de projet, jusqu'à ses couches les plus basses. Pour notre exemple, il pourrait appeler la méthode save du contrôleur. De cette façon, tous les changements qui seront faits à l'intérieur de notre application seront transparents pour notre test. Tant qu'il reçoit la même valeur en retour qu'avant, c'est bon. Et maintenant, ce test va vraiment nous aider. Il nous confirme que notre refactoring n'a rien cassé, et que le comportement de l'application est toujours le même qu'avant. Par contre, pour éviter que ce test ne puisse être rouge à cause d'un problème de connexion réseau, de données pas prêtes dans la base de données, ou tout autre élément externe à notre code, on a intérêt à empêcher tout appel qui sort du processus. Donc on essaiera de moquer les appels à une base de données, un service web, un système de fichiers, etc. Comme ça, si le test est rouge, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre code. On évite les fausses alertes et on a confiance dans la pertinence de nos tests. Évidemment, puisque ça fait du code qui n'est pas testé, on va essayer de garder ces objets le plus simple possible. On parle de Humble Objects, et leur responsabilité est très limitée. Envoyer une requête SQL ou une requête HTTP par exemple, mais pas traiter les résultats ou quoi que ce soit d'autre. En utilisant l'architecture hexagonale, qu'on a vue dans une autre vidéo, on a pas mal de facilité pour mettre en place ce type de test. Et avec cette approche, on va en arriver à tester le comportement de l'application, et non sa structure ou son implémentation. Nos tests décrivent comment se comporte l'application d'un point de vue externe, du point de vue de l'utilisateur. Ça va d'ailleurs nous encourager à les écrire avec la participation du client lui-même, ou de moins à discuter directement avec lui. C'est ce qu'on appelle le Behavior Driven Development, et il existe de nombreuses techniques qui aident à faire ça. Non, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais si ça vous intéresse, il y a un chapitre là-dessus dans mon livre. Avec tous ces tests qu'on a fait, on commence à se dire qu'un test, en fait, on peut le faire démarrer d'où on veut, en appelant la méthode qu'on choisit, et l'arrêter où on veut, en mettant un mock quelque part dans la chaîne d'exécution. On va vouloir donner des noms à chaque type de test pour bien se comprendre avec ses collègues. Mais il y a de nombreux débats sur les vrais noms officiels. Moi, je pense que le plus important, c'est surtout de bien comprendre leurs différences, et puis de s'accorder sur un vocabulaire commun dans l'équipe. Donc je vous suggère des noms, mais vous pouvez évidemment en utiliser d'autres si vous préférez. Le plus simple et le plus classique, c'est de tester une classe en isolation totale, ce que tout le monde s'accorde à appeler un test unitaire. Ça a l'avantage d'être extrêmement rapide, fiable, il ne se casse pas pour rien, et aussi d'identifier exactement où est le problème, puisqu'il ne couvre qu'un tout petit bout de code. Donc on sait que l'erreur vient de là si le test devient rouge. Il est très simple à lire, seulement quelques lignes de code. Par contre, il risque d'être plus dans le chemin quand on voudra refactorer, surtout avec tous les mocks qui attendent des appels précis et qu'il faut adapter au moindre changement.
Moi, ça m'amène à ne pas forcément faire un test unitaire pour chaque classe que j'ai, mais plutôt les utiliser dans des cas particuliers. Mais heureusement, on a vu qu'on pouvait aussi tester un ensemble de classes, et même aller éventuellement du point d'entrée jusqu'au point de sortie de l'application dans un même test, de façon à couvrir un maximum de code sans jamais sortir du processus de l'application testée. Certaines personnes appellent ça un test de composants. Et avec eux aussi, on peut s'attendre à ce qu'un résultat rouge signifie une erreur dans le code, tout en gardant un test d'exécution qui est généralement assez bon. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils sont plus complexes à mettre en place et à maintenir qu'un simple test unitaire, à cause du nombre de classes impliquées. Mais en faisant un effort sur la lisibilité du code, on peut obtenir des tests assez clairs. On détectera peut-être même des problèmes de logique avec notre client, ou un utilisateur, puisqu'on peut facilement exprimer le comportement de l'application au travers des tests. Moi, je trouve dans ces tests un compromis vraiment avantageux, et je les utilise souvent pour couvrir un maximum de fonctionnalités et de cas de test. Par contre, si on moque la partie qui se connecte effectivement à la base de données ou à un service externe, on ne sera pas en mesure de détecter un bug là-dedans. C'est pour cette raison qu'on veut que ce code soit extrêmement simple et en fasse le moins possible. Mais ce n'est quand même pas inutile de créer des tests spécifiques pour cette partie du code. Il faut de toute façon qu'on voit ces quelques lignes fonctionner à un moment ou à un autre, et c'est très pratique pendant qu'on développe une requête SQL de pouvoir l'exécuter en un instant à chaque changement et de voir immédiatement l'effet sans devoir lancer l'application. On gagne beaucoup de temps de développement, et donc moi j'aime bien les avoir pour toutes les interactions avec l'extérieur, même si je ne teste pas grand chose et que j'ai désactive dès que j'ai fini de développer le changement que je faisais. Sinon, on pourrait aussi être tenté de tout simplement élargir le périmètre du test de composants, et d'y inclure les appels au service externe, comme la base de données. Mais on aura alors, comme on l'a vu, des tests qui sont moins fiables et deviennent rouges pour de mauvaises raisons qui ne sont pas liées au code. Donc on veut vraiment séparer les deux types de tests et garder une suite de tests complète qui est, elle, indépendante de tout élément extérieur. C'est sur celle-là qu'on va vraiment pouvoir compter. Une autre alternative serait de créer un faux système externe qui peut être configuré directement à partir du test, comme une base de données en mémoire ou même un programme externe qui est lancé au début du test. Ça c'est plus fiable, puisque c'est recréé à l'identique à chaque exécution. Mais ça rend les tests généralement bien plus lents. En plus, les programmes externes peuvent avoir des problèmes indépendants du test, et c'est donc pas si fiable que ça. Quoi qu'il en soit, si le test vérifie l'intégration de notre code avec un système externe, moi j'appelle ça un test d'intégration. Après tout ça, il y a quand même un moment où il faut voir l'application se lancer, sur un vrai serveur, avec une vraie configuration, avec une vraie base de données, etc. Et voir que ça fonctionne effectivement. On va le faire une fois, deux fois, mais on va vite se lasser et on va vouloir automatiser ça aussi. Et pour ça, on va devoir sortir l'artillerie lourde, parce qu'on va avoir besoin de déployer automatiquement sur un environnement dédié, préparer une base de données, on va se poser beaucoup de questions sur la gestion des données de test. C'est vraiment un gros investissement. C'est aussi un type de test qui s'exécute beaucoup plus lentement que les autres, donc on ne pourra pas obtenir un feedback rapide sur notre développement. On lancera ces tests tous d'un coup, quelques fois par jour, ou même une fois pendant la nuit. En plus, la quantité de choses qui seront testées, donc les raisons pour que ce test se casse par erreur, sont très nombreuses. Et on va généralement consacrer énormément de temps, et donc d'argent, à investiguer et corriger ces fausses erreurs à chaque exécution. Beaucoup finissent par abandonner, ce qui gâche tout l'investissement qui avait été fait. C'est pour ça que moi j'essaie de limiter un maximum le nombre de ces tests. Même si c'est dur, parce qu'une fois qu'on en a un, c'est très facile d'en créer un autre. Mais un test par écran ou par grande fonctionnalité, uniquement pour le cas où tout se passe bien, ça me semble pas mal comme compromis. Il ne faut pas oublier que dans cette vidéo, je parle de tests automatisés, qu'on va notamment utiliser à l'avenir pour s'assurer qu'on n'a pas de régression sur les points importants de notre application. Mais chaque fonctionnalité développée aura certainement été bien testée manuellement pendant son développement. On peut décider que c'est suffisant pour certaines parties. En tout cas, le nom qui décrit le mieux ces tests selon moi est test de bout en bout, ou end-to-end en anglais. On pourrait continuer de lister des variations de ce type de tests. Il est par exemple possible de lancer un serveur web en mémoire pour tester également la partie HTTP et configuration. Et on a parlé ici que des tests automatisés, mais ça n'empêche évidemment pas de faire également des tests exploratoires, dans lesquels un humain clique partout et essaie de trouver des problèmes auxquels on n'aurait pas pensé. Enfin, on voit déjà avec ces exemples quelques conclusions importantes. Chaque type de test vient avec ses avantages et ses inconvénients. Et aucun n'est parfait en toutes circonstances. Il va falloir faire des choix, peut-être différents par produit et probablement composés avec plusieurs types de tests. Par exemple, commencer avec des tests de composants et ensuite rajouter des tests de bout en bout quand on en ressent le besoin. Peut-être parce qu'on en a marre de faire ces tests manuellement ou parce qu'on a des problèmes après avoir oublié certains tests. Il faudra probablement avoir essayé de nombreuses choses différentes pour pouvoir décider de quoi on a besoin. Et l'expérience acquise aidera à faire de meilleurs choix par la suite, tout en sachant qu'aucune solution n'est parfaite. À vous d'essayer.